Bonjour à tous pour cette deuxième table ronde de l'après-midi. Elle est sur un sujet encore plus compliqué que la première table ronde, la manipulation de cours. Tout d'abord, nous allons débattre pour essayer de comprendre et de voir si avec les quatre panélistes, nous savons ce que c'est, ce que ça veut dire. Ça fera l'objet d'un premier tour de table. Et après, dans un deuxième temps, nous élargirons le sujet de la manipulation de cours à sa définition, cette fois-ci dans le cadre de nouvelles techniques de trading, notamment le trading algorithmique ou le trading à haute fréquence, le pouvoir de sanction à l'épreuve de ces nouvelles technologies. Pour traiter ce sujet, j'ai la chance d'être accompagné par un panel de haut niveau que je vais vous présenter rapidement. J'ai tout d'abord à ma gauche Maurice Nussenbaum, qui est français, qui est financier, prof de finance, expert financier près de la Cour d'appel de Paris, également président d'un cabinet spécialisé dans les évaluations financières que l'AMF connaît bien pour diverses raisons. J'ai ensuite à ma droite Bruno Gisard, que je ne présente pas, il est membre de la commission des sanctions de l'AMF et il a bien sûr travaillé pendant longtemps comme collègue à l'autorité des marchés, dans les services de l'autorité des marchés financiers. J'ai aussi donc la chance d'avoir deux personnes qui ont fait un plus ou moins long voyage pour venir à Paris cet après-midi et que je voudrais donc remercier tout particulièrement de participer à cette table ronde. Tout d'abord notre collègue néerlandais Paul-Willem van Gerwen qui travaille à l'AFM, l'autorité des marchés financiers néerlandaise, et qui là-bas il supervise donc l'unité Efficient Capital Markets et donc qui supervise l'ensemble de l'activité abus de marché de nos collègues de l'AFM. Enfin, dernier participant qui vient de plus loin, Marc Berger, un Américain qui est venu à Paris cet après-midi pour nous parler donc d'un point de vue américain. Marc a une expérience de 12 ans comme procureur à New York, auprès du procureur fédéral de Manhattan. Il a notamment beaucoup travaillé sur des dossiers intéressants comme JP Morgan ou SEC Capital Management. Il nous en parlera peut-être cet après-midi. Il a quitté ses fonctions de procureur il y a quelques mois et il a donc rejoint un cabinet d'avocats, Robson Gray. La manipulation de cours, je vais me permettre en introduction de cette table ronde de rappeler, je m'excuse parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de juristes très qualifiés dans la salle, mais je me permets quand même de rappeler très rapidement ce que c'est, en France en tout cas, puisqu'en France, nous utilisons bien sûr une définition dans notre règlement général qui est directement issue de la directive abus de marché. Une manipulation de cours, rapidement, je résume, c'est le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier, ou, deuxième branche de la définition, qui fixe un cours à un niveau anormal ou artificiel. Ça, c'est la première définition de la manipulation de cours. Il y en a une deuxième, c'est le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l'état du marché. Ce serait trop simple si le législateur en était resté là. Comme cette définition, même si elle est longue, est assez compliquée, on y a rajouté deux exemples. Un exemple relatif à la position dominante, un autre exemple relatif à la procédure de fixing. Et ensuite, on y a rajouté une longue liste de 7 indices qui précise bien, une liste qui n'est pas exhaustive et une liste qui n'est pas autosuffisante, mais qui tente à préciser et à qualifier des comportements de marché de manipulation. Vous voyez avec cette introduction que ce n'est pas un concept simple et qu'il y a eu, sur l'utilisation de ce concept, relativement peu de jurisprudence et aussi des débats animés, notamment quelques cas récents où, en tant qu'autorité de poursuite, l'AMF a poursuivi des acteurs pour manipulation de cours, l'AMF, l'autorité de poursuite, n'ayant pas toujours été suivie par la commission des sanctions. Bruno Gisard, bien évidemment, en parlera. Pour planter le décor, je vais commencer maintenant, après avoir rappelé cette définition légale, à Maurice Nussenbaum de nous donner un commentaire plutôt d'un économiste, d'un financier. Pour lui, qu'est-ce que c'est une manipulation de cours? Alors, je ne vais pas revenir sur les définitions juridiques, mais je vais parler plutôt des problèmes de mesure, puisque
finalement, pour l'économiste, la question principale est une question de mesure. Et quand on regarde les décisions de la commission des sanctions, on voit qu'elles interviennent souvent dans des cas où les manipulations, où les variations de cours sont très importantes. Par exemple, décision de 2011 ont porté sur une variation de plus de 40% en une seule séance, ou plus de 60% en une seule séance, des décisions de mai ou d'octobre 2011. Et même des décisions plus anciennes de 850% en espace de 3 mois, décision de 2007. Donc on pourrait penser que la variation de cours ne porte que sur des très fortes variations de cours. Mais ce n'est pas le cas, et c'est ce que montre la recherche académique, puisque je citais 2 études qui montrent que la manipulation est un phénomène beaucoup plus large, que le nombre de décisions semblerait le laisserait à penser, et en même temps un phénomène plus discret, dans la mesure où les variations de cours induites sont souvent assez faibles. Par exemple, on a une étude réalisée en 2013 de Ben David sur les hedge funds, Do Hedge Funds Manipulate Stock Prices, qui montre que le cours des titres les plus détenus par les hedge funds, c'est-à-dire environ un quart des sociétés où leur participation est la plus importante, augmente en moyenne de 0,30% le dernier jour du trimestre, et puis baisse de 0,30. Alors, ce n'est pas une hausse du cours, mais c'est une variation de ce qu'on appelle les rendements anormaux, c'est-à-dire la variation de rendement relative à l'indice approprié. Donc, hausse avant la fin et baisse après. Donc, qui traduit manifestement un phénomène anormal. De même, une deuxième étude de Comerton Ford et Putnam de 2014 et qui construit une technique de détection statistique des cas de manipulation au fixing à partir de l'analyse de 184 cas de manipulation qui ont été sanctionnés sur les marchés américains et canadiens, et qui fait apparaître que 1% des cours de clôture seraient manipulés. Alors, cette étude montre que ces manipulations sont susceptibles d'intervenir plus généralement pour les sociétés faiblement ou moyennement liquides, où l'asymétrie d'information est forte, c'est-à-dire qui sont faiblement suivies par les analystes, et où on a un faible actionnariat institutionnel. Et elles interviennent généralement à la fin d'un mois ou d'un trimestre. Et les auteurs identifient 17 variables significatives pour montrer qui ont un rôle dans la manipulation, dont le budget de l'organisme de régulation, qui est très insuffisant. Absolument. La couverture par les analystes et le rendement anormal, donc calculé comme la différence entre le rendement sur les 30 dernières minutes avec le rendement médian enregistré durant le mois précédent, et la réversion du rendement entre le cours de la veille et le cours du lendemain à 11 heures. Donc, on voit qu'il y a pas mal de variables statistiques. Alors, en fait, le tableau qui est projeté montre que c'est finalement assez compliqué, parce que rien ne ressemble plus à un acheteur naturel qu'un manipulateur, puisque ils peuvent avoir le même impact sur le cours, mais dans un cas, le niveau était justifié, dans l'autre, il est artificiel. Le même impact sur les volumes, même lien entre les volumes et les cours, et leurs transactions peuvent aussi, alors dans le cas du manipulateur, viser à augmenter délibérément le cours, alors que dans le cas de l'acheteur naturel, plutôt maximiser les volumes, mais tout en minimisant l'impact. Mais on voit que identifier les différences n'est pas toujours simple. Alors comment s'y prendre ? Eh bien, on a tout d'abord les analyses de corrélation. Alors, corrélation avec des indices appropriés, mais elles ne sont pas suffisantes. Parce qu'il ne suffit pas de montrer que le titre qui fait l'objet d'une suspicion a connu des rendements anormaux par rapport à l'indice de référence. Il faut en plus corréler ces rendements anormaux avec des éléments représentant des indices de comportement anormal, c'est-à-dire qui traduisent une attitude suspecte de l'opérateur. Par exemple, son poids important dans les volumes, l'agressivité des ordres enregistrés. Alors, il faut mesurer de manière assez précise l'agressivité à partir du positionnement des ordres dans la fourchette, c'est-à-dire soit à l'intérieur, soit en dehors, et bien effectuer cette mesure.
et puis corréler donc ces indicateurs avec les rendements anormaux. On peut également analyser les spreads effectifs de l'opérateur suspect et les comparer avec ceux des autres opérateurs. Alors qu'est-ce que c'est que le spread effectif? C'est la différence entre le prix auquel est réalisée une transaction et le milieu de la fourchette de cotation existant avant la réalisation de la transaction. Et un opérateur qui cherche à manipuler le cours va effectuer des ordres qui vont faire décaler le cours, et donc qui le conduiront normalement à payer un spread effectif élevé, tandis qu'un opérateur qui cherche à profiter d'une opportunité d'achat va essayer de réduire son impact sur le cours et à payer un spread plus proche de celui des autres opérateurs. Donc une mesure précise des spreads effectifs peut être utile. Et enfin, dernier point, lorsque la manipulation est suspectée au fixing, là on a aussi des difficultés parce qu'on peut être tenté d'analyser le carnet d'ordre pendant le fixing en retirant les ordres suspectés, mais cela va être compliqué parce qu'il se crée une dynamique dans laquelle l'enregistrement des ordres peut attirer d'autres ordres et modifier les ordres existants. Et de ce fait, l'analyse contrefactuelle est compliquée. Il est difficile, en quelque sorte, de définir ce qu'aurait été l'équilibre en l'absence des ordres de l'opérateur suspect. Alors, on peut aussi mesurer le renversement de rendement entre 2 jours de cotation, ce qui suppose l'absence de l'opérateur suspect le lendemain, au moins au fixing d'ouverture. Et on peut aussi mesurer la corrélation entre l'évolution temporaire des cours au fixing et le poids de l'opérateur au fixing. Donc vous voyez, c'est toute une panoplie d'outils qui sont à notre disposition, mais qui doivent être utilisés de manière statistiquement significative. Oui, et qui n'est certainement pas simple comme mode d'emploi. Bruno Gisard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce mode d'emploi par la commission des sanctions, des différents cas de manipulation de cours qu'elle a eu à connaître et quelles sont les difficultés rencontrées à cet égard? Alors, d'abord, vous indiquez que depuis la création de l'AMF, donc en novembre 2003, la commission des sanctions a eu à connaître 24 cas de manipulation et j'inclus dans ces 24 cas la décision qui a été publiée la semaine dernière. Alors, ces sanctions ont été prononcées d'abord sur le fondement du règlement COB 9004, puis sur le fondement du règlement général de l'AMF qui est entré en vigueur en novembre 2004 et qui intégrait les dispositions de la directive européenne dont on a parlé tout à l'heure du 28 janvier 2003 relative aux abus de marché. Sur ces 24 cas que lui a soumis le Collège, la Commission a considéré que pour 8 d'entre eux, donc le tiers, le grief de manipulation de cours n'était pas fondé. 2 observations au regard de ces statistiques. D'abord, les dossiers de comportement d'initiés ont été sensiblement plus importants, plus fréquents, puisqu'on en compte 69, soit près de 3 fois plus. Deuxième observation, les cas dans lesquels la Commission s'est écartée du point de vue du Collège ont été plus rares pour les dossiers d'initiés, 28%, que pour ceux relatifs aux manipulations de marché. Alors on pourrait interpréter ces chiffres en considérant juste qu'il est plus courant de se comporter en initié que de manipuler le marché. Je crois que ces différences attestent surtout que détecter et qualifier un comportement de manipulation de marché est sensiblement plus délicat que de repérer un comportement d'initié et plus encore la diffusion d'une fausse information. Ceci tient au fait, et pourrait sans doute pas être autrement, que ce n'est pas aisé de cerner la tromperie en définitive. Et la définition même de la manipulation de marché, elle a été rappelée par Benoît tout à l'heure, elle se limite à quelques principes et puis assortie d'exemples et d'indices. Et ces indices doivent être pris en considération pour savoir s'il y a eu ou non manipulation. Alors cette difficulté à qualifier la manipulation, elle n'est pas nouvelle. Je vous rappelle qu'en droit français, le texte réprimant la manipulation a d'abord été de nature pénale, avec une ordonnance de 1926 qui prévoyait de sanctionner, je cite, celui qui a altéré le prix du marché par des manœuvres frauduleuses ou a exercé une action sur le marché en vue de se procurer un bénéfice anormal. L'adjectif, on va le retrouver. Et sauf erreur de ma part, cette disposition pénale, qui a d'ailleurs été abrogée en 1986 avant de renaître en 1988, n'a donné lieu à aucune jurisprudence.
sans doute faute d'avoir pu établir une relation directe entre l'action sur le marché et le profit illicite. Alors, je ne parlerai pas des cas qui sont venus devant le tribunal correctionnel, je m'en tiendrai simplement au cas qu'a eu à traiter la commission des sanctions. Mais avant de les aborder, deux observations. La première pour dire qu'en l'occurrence, l'élément intentionnel tient une place, sinon décisive, au moins importante dans la plupart des cas. On a l'habitude de dire que le manquement est objectif, tandis que le délit suppose l'intention. S'agissant de la manipulation de marché, le critère de l'intentionnalité n'apparaît pas discriminant. Deuxième observation, comme il en va pour le comportement d'initié, il est nécessaire de se référer à un faisceau d'indices, et la réglementation en dresse une liste qui n'est pas exhaustive, tant il est vrai que rarement un initié, la personne mise en cause, ne reconnaîtra avoir entendu manipuler le marché. Alors dans les faits, l'essentiel du débat va tourner autour de l'interprétation à donner. 1. Au terme anormal ou artificiel pour la fixation d'une valeur. 2. Au concept d'image fausse ou trompeuse du marché. 3. Au recours à des artifices. Alors certains cas semblent ne pas avoir posé beaucoup d'interrogations à la Commission. D'autres paraissent avoir nécessité une analyse approfondie des indices pour apprécier si le faisceau permet de qualifier tel comportement de manipulation. Ainsi a été sanctionné le PDG d'une société qui intervient massivement pour porter le cours de sa valeur au niveau qu'il estimait devoir être le sien. Ou encore à manipuler le marché, l'investisseur qui, engagé dans une négociation en vue de se faire racheter sa participation par l'actionnaire majoritaire de telle société, achète en grande quantité pour faire monter le cours et ainsi être dans une meilleure position de négociation. Et dans les deux cas, a été pris en compte le double critère qui viennent d'être évoqués, position dominante et grâce à celle-ci, décalage de cours. Un autre type de comportement a été sanctionné et qui nous rapproche du sujet de l'incidence des moyens techniques. C'est celui de l'intervenant qui fait décaler la fourchette de cotation avec une rafale d'ordres assortie de limites ne permettant pas leur exécution. Ces ordres étaient pour la plupart annulés une fois qu'ils avaient produit leur effet haussier ou baissier, technique que l'ESMA, dans ses guidelines publiés en février 2012, a qualifié de « layering and spoofing ». Avec ces ordres bidons, il y avait bien tromperie au travers de l'image fictive donnée au marché. De même, a été retenu comme indice de volonté de donner une indication fausse ou trompeuse du marché, le fait de démultiplier les ordres entrés au même moment par la même personne et assortis de la même limite, afin de donner l'illusion d'une pluralité d'intervenants. Mais y a-t-il tromperie dès l'instant où un investisseur, parce qu'il intervient massivement, incite les autres, et ici il faut inclure les automates, à lui emboîter le pas? C'est toute la question de ce que l'ESMA appelle « momentum ignition », définit ainsi l'entrée d'ordre ou d'une série d'ordres destinés à lancer ou exacerber une tendance ou à inciter d'autres acteurs à accélérer ou élargir la tendance afin de créer une opportunité de dénouer ou ouvrir une position à un prix favorable. Dans une décision datant de mars dernier, la Commission a écarté le grief de manipulation de cours à l'encontre d'un intervenant auquel il était reproché d'enclencher par ses achats une hausse du cours d'une valeur pour en tirer profit en revendant une fois la hausse intervenue. Et dans le cas d'espèce, la Commission a manifestement accordé une grande importance au fait que si les ordres massifs avaient sans doute eu un effet d'entraînement sur les autres investisseurs, ils ne pouvaient être analysés comme ayant manipulé le marché dans la mesure précisément où ils étaient assortis de limites les rendant exécutables. Et de fait, ils avaient souvent été exécutés. Alors certes, la technique utilisée par cet intervenant se traduisait par de rapides renversements de position, mais là encore, cet indice n'est pas apparu à la Commission susceptible d'être retenu, alors qu'il l'aurait sans doute été dans le cadre d'une stratégie se traduisant par des ordres systématiquement non exécutables et ou systématiquement annulés.
Et d'ailleurs, une décision antérieure avait sanctionné un acteur émettant des rafales d'ordre non exécutables et annulés. Il a été considéré que, je cite, « les ordres ne correspondaient donc pas à un réel intérêt acheteur ou vendeur, mais tendaient seulement, par des indications fausses qu'il donnait à propos de l'offre ou de la demande sur ce titre, à entraver le libre fonctionnement du marché et à tromper les investisseurs. » Fin de citation. Ainsi, en termes de ce très rapide tour d'horizon, il me paraît clair, et c'est bien le sujet qu'il faudra traiter avec l'usage des systèmes algorithmiques, que pour la Commission, aujourd'hui en tout cas, l'émission d'ordre en rafale non susceptible d'exécution et annulée une fois l'effet produit constitue une présomption forte de volonté d'induire en erreur le reste du marché, automates compris. Merci Bruno. I will now switch to English and give the floor to my colleague from the Netherlands, Paul Willem. Paul Willem, in the Netherlands, you use the same legal definition as in French, which is the legal definition which comes from market abuse. So what is your track record regarding this definition? Have you concern? Have you interesting examples regarding market manipulation? Yes, thank you all, Chairman. First of all, I would like to say that, as I understood also from Mr. Guizar, that the notice and the intention of supervision of market abuse has shifted a little bit also in our country from insider dealing to market manipulation. I think that 5 years ago it was 80% of our investigations got to do with insider dealing and 20% with market manipulation. But in that period we understood that if we would like to do something against market manipulation, we should invest in people that knew at least as much as the market about market manipulation, and we then had some data crunchers in our organization. And to be honest, these people are very intelligent. Some of them are even very open and interesting people as well. But I think that we as a regulator should really need these types of persons within our organization, because the market is going so fast that it's almost impossible not to have them in your unit. And the other side is the fact that when you have them, it's also very difficult to keep them in your office, because they are very interesting people for the market as well. So that's the optimistic start of what I think it's very important, what we do in the Netherlands, we make a distinction in 3 types of market manipulation. And in fact, if we look at market manipulation, market abuse in general, we have a so-called tripartite discussion with our public prosecutor and the fiscal police about who is going to do a case. And in practice, when we look at the cases in the Netherlands, the insider dealing cases are going to the public prosecutor, because we do not have enough possibilities to make the case clear. But on the other hand, with respect to market manipulation, we always send the cases to our penalty department, because we think that we have enough evidence to make the case good. And what types of market manipulation cases do we have? I think we make a distinction in 3 ones. It's market manipulation with orders. The second one is market manipulation with transactions. And the third one is market manipulation with information. Let me give an example of all the 3, and these are real examples, and the good thing is that we have had cases in them, and we have published them at our website, also in English as far as I understood. I can't say that all the cases have been in final court, so some of them are still pending, but we have the possibility to publish a fine at the moment that our organization says that the penalty is there. So if you're interested, look at our website, but hopefully I can give you some more information now. The first one was the manipulation with orders. What does it mean? We have noticed several cases where sometimes when it has to do with a claim,
and a claim and a normal share, that certain orders were put in the order book, and in advance of the trading day at 8:59, and just before the opening of the trading, they cancelled the order. And you can imagine what is the effect of it. Well, the effect is, if the general price is €5 and you put an order in the order book for €50, the so-called theoretical opening price is not 5, but will then be, depending on the amount of volume, 30. At the moment that the closing price of the day before was 5, and you go to 30, some people in the market may think, well, what is happening? Maybe something news is in the market and I haven't seen it, but I'll go in the market as well, and they are going to put some orders in the order book as well. And then, so there are more orders in the order book, and at the moment that trading almost starts, the big order of 35 is cancelled. So the theoretical opening price is going down, but not till the level of 5 again, because the other people in that has put orders in the order book are still there, because they can't react that fast. So probably the opening price will be 6 or 7. And sometimes at that moment you see that the people that are putting orders in the order book and that skip them, they put buy orders in the order book, they are going to sell shares at the level of 7. That is one example that we have seen several times in our country. The interesting thing is also that it's not done only at our exchange, but also at exchanges in other countries. But that's something different, and I will come back to that in the second one. The second example I would like to mention is the price manipulation with transactions. What we have seen that in a very illiquid share, every day a person bought 1 or 2 shares at the end of the day at a higher price of the day before. And well, he did already have a lot of shares in his portfolio, so we could not imagine what the background was for doing that. And well, when we investigate that, we understood that his portfolio was the basis of a credit loan. So at the moment that the value of his portfolio was higher, he was able to get more credit from his bank. So that was also some kind of market manipulation based of transactions. Another example of market manipulation with transactions was the fact that we have published last week at our website. It was also, again, and I think all the examples are based on rather illiquid shares. It was a CEO of a listed company, and he was just there, and he would like to make a big takeover of a company in shares. And what he was doing, he was telling the market, well, I'm going to buy that and that company, and I will going to sell my shares because I need the cash to do that. But when we looked at the trading, we noticed that he wasn't selling his shares, but he was buying shares, and a lot of friends of him were buying shares. So once again, the idea was that when his friends, when he was telling the market, well, I have to sell shares because of the fact that I need cash to buy the company, the idea was that other people would think that unless the fact that he was selling the shares, the price of the shares grow up. So it was an interesting share, and that was not exactly what was happening, because of the fact that he was buying shares and his friends were buying shares. So this was also one element of false information that he gives to the market. So it's market manipulation based on false information, and also doing other things in the market manipulation case than he said. The third example, and then I will stop,
is the fact that we have had a case where there was manipulation with information, and that was the case where the CEO of a listed company went to a television program on Sunday morning. It's a very famous, very popular television program in the Netherlands where a lot of CEOs are. And during that interview that he had, he said, well, I can't say anything, but if I were you, I would buy shares of my company. Because tomorrow we are going to say something important to the market. It's almost, well, that's what he said. And when the company the next morning came up with the example, it was the fact that they passed their dividend because they didn't have enough money to pay. So that was rather, to be honest, at that moment we had over 30,000 investigators in the Netherlands because we got a lot of information and tips from the public about this case. So it was, in my opinion, it was very obvious, but it's some kind of marketing information manipulation. One final remark, if I may. That is also something I would like to say, is that the detection of market manipulation becomes more difficult because of the fact that shares are listed at several places, not only at Euronext Paris or Euronext Amsterdam, but you can also trade in shares BNP at GIEX in London. So sometimes you see something happening at your own exchange, at Euronext Paris or Euronext Amsterdam, and you think it's quite normal, or sometimes you think it's abnormal. But when you know the complete book of transactions done in Europe, then it's possible to make your final decision. Thanks. Let's go now to America, Mark. Do you know market manipulation? What is a market manipulation in America? Could you give us some examples, some practical examples? I saw on the website of SEC, for instance, that between 7 and 8% of enforcement actions each year relate to market manipulation. So it seems that it's a real concern in America too? Yeah, it certainly is. Let me first say thank you for inviting me. This organization was kind enough to invite me a few years back, but ran into a bit of a hurdle when the U.S. government shut down, actually, and I was not allowed to come over here from the United States. So it's a pleasure to be here with you all today. So the way I think about this issue of market manipulation, and I'll put sort of insider dealing to the side for a second. Insider dealing, I think, is still occupying, I would say, the lion's share of enforcement actions, both on the federal level, on the federal criminal level, where I was situated at the U.S. Attorney's Office in Manhattan, and also with the Securities and Exchange Commission, who we worked in coordination, many parallel cases together. Some of those cases, has been a big crackdown on hedge fund insider trading that many of you have read about over the last few years, which in some ways culminated with the indictment and guilty plea of a hedge fund itself, SAC Capital. So that actually occupied a lot of my attention. And I think one of the reasons that those cases were so successful in the criminal sphere and also in the civil area is because with the advent of new technologies, people emailing, people instant messaging, recording of telephone lines, wiretap evidence, what we were able to do was capture the crime. It's a crime of communication. So that made those cases, and I'll draw the parallel to market manipulation in just a second, that made those cases particularly powerful and in some senses very easy to prove when you had that type of evidence along with, let's say, an insider, or sometimes you didn't even have an insider. Now, switching over to market manipulation, in America, we use the same statute that we would prosecute insider trading cases to prosecute market manipulation cases as well. And what we need to show is that there is a scheme to defraud in connection with a purchase or sale of a stock.
These cases have always been a staple of American enforcement in America, and I think they'll continue to be so, probably more civilly, though, than criminally. There are some challenges that these cases pose in bringing them criminally. To bring a criminal case, we need to prove that there was an intent to defraud, and we need to prove that with a quantum of evidence that's beyond reasonable doubt. Which is a very high burden. And often what we'll see in these cases, and I'll just go back to, there was a comparison of informational type market manipulation case and order type market manipulation case, and also transactional, but I'll focus on information and orders. And I think we'll get to orders a little bit later if we talk about high frequency trading. So sticking with informational type market manipulation cases, I think what we've seen over the past years have been folks injecting false information into the marketplace. And they can do that through fax transmissions, through emails, through websites. And when we see these types of cases, what we're looking for to prosecute them is, where is the lie? We need to prove that there was a lie. We need to prove that the person who injected the false information knew that it was false information at the time it was put out there. And sometimes that can be a gray area, which is why they're, as I said, tougher criminal cases to make. And often we'll see the SEC bring cases civilly when they have a preponderance of the evidence standard, a lower quantum of proof, because there may be gray areas as to whether the person actually knew that the company wasn't expecting earnings to be as good as what was put out into the marketplace. Some other types of false statements we've seen are changes in management structure taking over a company, whether a company is going to hit the market with a new product that's going to be developed, or whether a product is going to have FDA approval. Any of these false messages that are put in the marketplace that are identifiable, that can change the price of a stock, or that can cause people to purchase when they otherwise wouldn't purchase. These are sort of the hallmark types of indicia of evidence that we look for when we're looking at to bring a criminal case. I always sort of break down criminal cases to 3 simple components for a jury to understand. You need to prove that there's lying, cheating, or stealing. And if we can show that, prosecutors can prevail in these types of cases. Market manipulation is the lying component. Insider dealing is the cheating component. And the stealing component would be sort of the Ponzi schemes and the other investor fraud. So just sticking with these lies, that's really been the core of the market manipulation, information type market manipulation cases that we've seen in America. Merci Marc pour cette présentation américaine. Je vais continuer cette table ronde en centrant la deuxième partie maintenant, plus spécifiquement sur ces manipulations de marché, mais à l'épreuve des nouvelles technologies. Vous avez vu, avec quelques nuances, qu'on est quand même assez facilement d'accord entre la France, les Pays-Bas ou les États-Unis pour montrer les difficultés, même si Marc a dit que parfois c'était easy to prove, il m'a impressionné, mais il n'empêche, ce concept n'est pas facile à établir. Il l'est encore plus dans un environnement de marché qui a beaucoup changé ces dernières années et qui maintenant est marqué par la fragmentation des places de marché, on y a déjà fait allusion, qui est marqué aussi par une augmentation énorme du trading algorithmique, tous les processus automatisés de passation des ordres, et qui est également marqué par une sous-catégorie, je dirais, de trading algorithmique, qui est le trading à haute fréquence. Ces différents tradings étant maintenant définis dans les nouveaux textes, notamment MIF 2, et dans ces différents textes d'application de MIF 2. Le HFT, comme vous le savez, se caractérise par une très grande vitesse d'exécution, par un volume d'ordres et de trades de montants considérables, mais aussi par le recours à des ordres dont une proportion assez significative est annulée, et par le fait aussi que les acteurs spécialisés dans le HFT qu'on voit ont très vite des positions très significatives, j'hésite à utiliser le terme dominant, sur les places de marché où ils interviennent.
Donc, avec ce type de définition, la question qui se pose et que je vais poser aux intervenants, c'est est-ce que ce type de fonctionnement de trader qui utilise le HFT, est-ce qu'il peut s'agir ou est-ce qu'il s'agit de manipulation de cours, de manipulation de marché? Est-ce que ce que j'ai décrit, dans quelles conditions, est-ce que ça peut rentrer dans les définitions légales d'abus de marché? Il est vrai que la définition légale d'abus de marché va légèrement changer en Europe et en France. Bruno Gisard y fera allusion. Est-ce que dans votre expérience de vos différentes juridictions, est-ce que vous avez déjà réussi à qualifier et à sanctionner un acteur HFT? Est-ce que c'est possible aussi en termes techniques, parce que ça demande aussi de collecter, de détecter et de prendre un nombre absolument considérable de données pour arriver à établir ces éventuelles manipulations de marché? Maurice Musselbaum, tout d'abord, par rapport à ces questions, là aussi, quel est le point de vue du financier ou de l'économiste pour les manipulations de marché à l'égard des nouvelles technologies? Là aussi, il faut séparer le bon grain de l'ivraie et pas rejeter les nouvelles technologies parce qu'elles sont nouvelles. En effet, du point de vue théorique, les rôles des marchés financiers, c'est de favoriser une allocation efficiente des ressources dans l'économie. Et les marchés financiers remplissent ce rôle quand ils favorisent le processus de découverte des prix, quand ils fournissent la liquidité aux investisseurs en réduisant les coûts de transaction. Donc ces pratiques ne vont être répréhensibles que si elles sont utilisées pour entraver les processus de découverte des prix. Et par contre, le trading haute fréquence pourra être considéré comme une bonne pratique lorsqu'il joue un rôle de teneur de marché et permet d'arbitrer à grande vitesse les anomalies de prix. Mais il va être aussi une mauvaise pratique lorsqu'il conduit à se livrer à des opérations qui ont déjà été évoquées, qui consistent d'une manière générale à donner une image faussée de l'offre et de la demande sur le marché pour en tirer profit. Qu'il s'agisse du spoofing, où l'opérateur émet des ordres en sens contraire de ses intérêts réels pour inciter les autres intervenants comme des moutons de panurge à faire de même, et puis ensuite il les annule et il profite de l'évolution favorable du cours pour effectuer une transaction en sens inverse. Ou le layering dont on a déjà parlé, qui est une émission massive d'ordres à des prix différents pour donner une fausse image. Le momentum ignition, qui consiste à exécuter des transactions dans un seul et même sens pour attirer les autres intervenants, provoquer un mouvement directionnel et puis faire ensuite une transaction en sens contraire pour tirer profit de la dynamique. Et l'order anticipation, pour terminer, qu'il s'agit d'anticiper justement le marché, détecter et anticiper l'existence d'une demande à l'achat ou à la vente pour la traiter avant les autres et en tirer profit. Voilà, donc voilà en gros les types d'opérations qui dans certains cas sont répréhensibles, mais le problème c'est effectivement de les identifier parce que, comme vous l'avez rappelé, cela implique la gestion d'un volume très important de données lorsque ces pratiques portent sur un laps de temps particulièrement long et surtout lorsque les opérateurs travaillent à la microseconde, donc ça rend beaucoup plus compliqué l'analyse et la compréhension des stratégies mises en œuvre, en particulier si un marché conserve des données à la milliseconde. Alors, en plus, pour compliquer les choses, les opérateurs peuvent avoir accès au marché par l'intermédiaire de conventions qui leur permettent d'utiliser l'identifiant d'une entreprise d'investissement et donc qui ne permet pas d'identifier précisément l'auteur des ordres qui ont été faussement passés. Donc on ne peut pas imputer la manipulation à son auteur. Alors comment faire? Les différents régulateurs proposent des solutions, mais je crois que il y a une certaine convergence pour privilégier la transparence, notamment des algorithmes mis en œuvre, c'est-à-dire la connaissance des algorithmes, et puis là aussi l'acceptation donc de méthodologies de contrôle des risques et la meilleure connaissance donc des fonctionnements des opérateurs. Mais si on regarde les cas
qui ont été sanctionnés. On peut prendre quelques exemples. On procède toujours par sondage, compte tenu du nombre très important d'opérations. Par exemple, le cas Swift Trade en Grande-Bretagne, où l'opérateur a été condamné à une amende de 8 millions de livres, qui a été confirmée en janvier 2013. Et il s'agissait d'une pratique de layering, c'est-à-dire donc faire entrer un grand nombre d'ordres à l'achat ou à la vente avec l'objectif de faire varier les prix. Et puis l'opérateur ne veut pas exécuter les ordres qu'il a rentrés, mais il veut profiter du mouvement pour effectuer une opération à sens inverse et tirer un profit du fait du mouvement artificiellement engagé. Alors les faits se sont déroulés entre janvier 2007 et janvier 2008, et la FSA a caractérisé les manipulations de cours à partir d'analyses d'échantillons d'ordres de transactions pour démontrer le type de stratégie poursuivie et son impact sur les prix. Et elle a eu recours pour ça à une approche par échantillon, car le nombre d'ordres individuels enregistrés pendant la période se montait à 16 millions. Bon, alors il y a eu aussi le cas Trium Brokerage Service aux États-Unis, aussi pour une pratique de layering, mais qui ont été... les auteurs ont reconnu les faits, donc ont accepté la sanction. Donc du coup, ça ne nous donne pas une très bonne connaissance des pratiques mises en œuvre. Et en France, on a un cas qui est souvent cité, c'est le cas Cray, qui, on pourrait dire, peut-être qu'il n'a pas donné lieu à une sanction très importante, malheureusement. Mais l'analyse est intéressante, puisqu'il s'agissait là aussi de layering sur la seule journée du 6 mars 2008 sur un seul titre. Alors justement, pour des raisons pratiques, on a dû se limiter à un sondage sur une journée, alors que les activités étaient soupçonnées sur une période de 18 mois et portées sur 5 titres. Et donc les services de l'AMF ont analysé les ordres, leur positionnement dans le carnet d'ordre, les ordres annulés, ceux exécutés, le poids des ordres de Cray dans le carnet d'ordre par rapport à l'ensemble des ordres présents. Et la commission des sanctions a considéré que cette analyse permettait de caractériser 3 des pratiques envisagées par l'article 631.2, c'est-à-dire des renversements de position sur une courte période, la concentration d'ordres émis sur un bref laps de temps durant la séance de négociation, entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée, et puis l'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande et qui sont ensuite annulés avant leur exécution. Mais voilà, le mais, c'est que la Commission a estimé qu'elle aurait pu sanctionner plus largement si elle avait eu la preuve que les pratiques constatées le 6 mars s'étaient poursuivies sur plusieurs jours et que s'il avait été démontré qu'un logiciel avait été programmé pour effectuer systématiquement ces pratiques. C'est pour ça que je pense que la connaissance donc, des algorithmes est un élément essentiel. Bruno, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Maurice Nussenbaum et quel est le point de vue d'un membre de la commission des sanctions à cet égard? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, la commission des sanctions n'a pas jusqu'ici eu à statuer sur un cas de pur trading à haute fréquence. Et effectivement, comme l'a dit à l'instant Maurice Nussenbaum, le cas qui s'en rapproche le plus, c'est le cas de Cray Trading, qui avait été largement évoqué à l'occasion d'un précédent colloque de la commission des sanctions. Et 2 éléments avaient été soulignés. D'abord, les moyens extraordinaires qu'il faut déployer au sein de la direction des enquêtes pour arriver à déceler de tels comportements. Et deuxièmement, la limite à laquelle la commission s'était heurtée, consistant à dire ce n'est pas parce que vous avez analysé et prouvé un comportement répréhensible sur un titre que vous pouvez extrapoler sur les autres titres sur lesquels la même technique a été employée. Il faut à chaque fois apporter la preuve que c'est bien la même technique qui a été employée. Cette preuve n'existant pas, Cray Trading n'avait été sanctionné, comme cela vient d'être rappelé par Maurice Nussenbaum, sur un cas, et donc avec une sanction relativement faible. Pour l'instant, donc, on n'a pas eu à connaître un cas de pur trading haute fréquence. Alors, tout de même, le journal Les Échos, le 9 juin dernier, a indiqué que le collège de l'AMF avait notifié des griefs à un intervenant américain, qui est l'un des plus actifs en matière de trading à haute fréquence.
Alors, naturellement, la décision que prendra la commission des sanctions ne manquera pas d'être examinée avec la plus grande attention, mais à ce stade, je ne peux pas vous en dire davantage. Ce que je peux évoquer tout de même, c'est ce qu'on peut penser de ce que nous réserve l'avenir. Parce que les instances communautaires ont publié le 16 avril dernier un nouveau règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016. Alors, du fait de son statut, c'est un règlement, ce texte sera d'application directe. Donc, aucun travail de transposition ne pourra pas s'en écarter, il faudra l'appliquer. Et est-ce que, du coup, le Collège et la Commission des sanctions vont avoir une tâche plus facile pour sanctionner les manipulations de marché, et notamment celles qui relèvent du trading à haute fréquence? Il faut noter deux novations principales par rapport à la réglementation actuelle, et elles portent sur la définition même de la manipulation de marché. Et ça figure à l'article 12 de ce règlement. Aujourd'hui, c'est le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui, alors, outre la diffusion de fausses informations, peut être générateur de manipulation. Demain, aux opérations et aux ordres s'ajoutera, je cite, tout autre comportement. Et par ailleurs, aujourd'hui, est répréhensible le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui fixent le cours à un niveau anormal ou artificiel. Et demain, il faudra cerner en outre les opérations ou les ordres qui sont susceptibles de produire de tels effets. Alors, bon, si on est optimiste, on va s'en réjouir en considérant que, avec une réglementation ratissant aussi largement, plus aucun tricheur n'échappera à la vigilance du régulateur. Le pessimiste, de son côté, pensera qui trop embrasse risque de mal étreindre, et se demandera comment pourra-t-on analyser les techniques algorithmiques qui sont juste susceptibles de manipuler le marché. Alors il y en a quelqu'un qui va se réjouir, c'est sûrement le service de communication de l'AMF, qui verra sans doute matière à de passionnants colloques futurs. Merci Bruno. Je vais apporter peut-être deux compléments à ce que vient de dire Bruno. D'abord, en ce qui concerne, il y a actuellement au sein de l'AMF des enquêtes en cours, compliquées, lourdes, mais prometteuses en ce qui concerne les manipulations de cours et le HFT. D'ailleurs, deux d'entre elles ont déjà fait l'objet de notifications de grief. Je ne peux pas vous dire de qui il s'agit, mais il se trouve que l'un des deux a fait l'objet, le fonds en question, a fait l'objet d'un projet de IPO aux États-Unis et dans ce cadre-là a été obligé de déclarer ses procédures contentieuses en cours. C'est pour ça que, comme Bruno l'a dit, la presse française a su que nous avions une notification de grief récente à l'égard d'un des plus grands acteurs de HFT américains. Deuxième complément à ce que vient de dire Bruno sur l'évolution réglementaire. Bruno a parlé de l'évolution de la définition légale d'abus de marché et de manipulation de cours qui est inclus dans MAR, dans le futur MAR qui va rentrer en vigueur en 2016. Sachez également que cette nouvelle définition va renvoyer à du droit dérivé, donc à des standards techniques qui auront une valeur réglementaire, qui sont en train d'être élaborés par l'ESMA et qui vont, dans ce cadre-là, d'ici 2016, être plus précis et visiter des situations de HFT ou de trading algorithmique pour les qualifier avec des exemples plus précis pour éventuellement les qualifier de situations de manipulation de marché. Donc il est possible que dans le futur, à l'aune de ces nouveaux textes, la question soit revisitée. Ces compléments étant faits, I switch again to English and I will ask to my Dutch colleague regarding HFT and market manipulation, what is your Dutch experience? Unfortunately, I can't give a lot of examples with respect to HFT. What we do is we consider HFT in the Netherlands as a trading philosophy, of a trading way of trading. So that way of trading, the trading philosophy can be used in a positive way, and then it's some kind of normal trading at an exchange, or in a negative way. So we are not saying HFT is
manipulation. No, it can be used as some kind of manipulation. The second thing is we produced in November 2010 a big report about HFT, and in which that conclusion was taken. We have a lot of big HFT players in our country, and to be honest, we've had a lot of discussion with them, and well, the chairman already said ESMA is going to do a lot about HFT based on MiFID and based on MED and MAR. What we think is that we should look in a certain way at the algos of these institutions. And of course, at the moment that we look at these institutions' algos, they say, well, how is it possible? Because next month you are working for my biggest opposite party, so we are not going to provide you with the details, so that will be a big discussion. But in a certain way, we should have some feeling with the algos that they use. So that's more the generic approach. The example we have in the Netherlands is some kind of a different example because of the fact that an algo trading, it's a computer trading was on the worst side, because we had a case where a person against a computer battle, if we can put it that way, a person get the idea that he knew how the algo trader was doing his business. So he knew the algo of the trader, of the computer. And why knew he why it was a computer? Because every time that he put in an order in the order book, extremely quick level, there came another order from that algo trader. So he knew, and we could see in the order book that he was right, that there was an algo trader. And what was happening, that the non-algo trader was putting orders in the order book, knowing that the algo trader was reacting in a certain way, and he could immediately make a profit on that transaction. And what we find very interesting was the fact that the algo trader, there is someone behind the algo trader. He's not doing all day the business, but he looks at the trades of his algo, and he sees that they are negative and that they give a loss. So what we found very interesting was the fact that that the algo trader wasn't governed very carefully, because a couple of months took the transaction took place. So there was someone in that algo trader, or on holiday, or he was sick, so I don't know what it was, but it was possible for the human trader to make a rather big profit against that algo trader. So that was the case. On the other hand, let me be clear, at the moment that you know the reaction from someone else, whether or not it's a person, whether or not it's a computer, and you are going to use that knowledge, then we see that as some kind of market manipulation. So even the algo trader is possibly a little bit stupid, if you may say it that way. It's still market manipulation from the person that used that algo trader. So that's the experience we have. Thanks, Paul Willem. So, Mark, you told me before the roundtable that you have plenty of things to explain to us regarding HFT and market manipulation. I knew also that HFT is very popular in the US. We learned about the book of Michael Lewis, Flash Boys, which was a great success. So what's your point of view regarding market manipulation and algorithmic trading and HFT? So it's funny you bring up Flash Boys. It was a great success for Michael Lewis, for sure, that book. So it's interesting. That book, which was unleashed in about April or so, along with a 60 Minutes interview of Michael Lewis, really caused a bit of commotion in the United States among enforcement circles. Soon after that 60 Minutes was aired, the Attorney General
of the United States put a statement out saying that Department of Justice was investigating high-frequency trading. The director of the FBI put a statement out confirming high-frequency trading investigations were underway. Mary Jo White at the SEC at a conference within a matter of a few weeks discussed the Commission's efforts in connection with high-frequency trading. But for different reasons than we're focused on here today. What we're focused on here today in high-frequency trading is more, and I'll get to in just a moment, an example of sort of the layering, spoofing high-frequency trading. But of course, what Lewis focuses on in his book is the front-running concern, right? The high-frequency trading firms that are paying for faster access to information about the flow of orders by co-locating their data feeds right at the origin of those exchanges where they can and where they do take advantage of obtain stock prices a split second earlier than others and take advantage of price inefficiencies in the market. And I think the reason that this book caused so much commotion, and one of the main quotes from the book was Lewis came out and said the stock market is rigged, and that really sat into people in a pretty deep way. But I think one of the reasons that this caused so much commotion is that when you compare it to, or sort of in the wake of all these insider trading cases that have been brought in the United States, people see this front-running practice benefiting high-frequency traders and institutional investors, and it has a visceral feeling of unfairness to the small investor who's sort of at the end of the line. So they're thinking, well, isn't somebody trading on information that others don't have? Isn't this insider trading? Shouldn't this be criminalized? And the problem is it doesn't necessarily fit into the legal framework of insider trading, which, as you know, in the United States requires some deception and a breach of a duty. And here you have firms that are legally paying for the information. So who knows, perhaps we'll see a congressional fix in this area or some other type of change, or we'll see prosecutors and regulators thinking more expansively about their theories of how they can pursue insider trading cases to try to sort of fit this in. But let me shift gears now away from the Lewis and the front-running component of high-frequency trading and talk a little bit about layering and spoofing. The timing of this conference couldn't have been any better for me, from the United States actually, in that just a few days ago on October 1st, there was the first federal prosecution in the United States of a spoofing case. The traditional securities fraud statutes were utilized along with a special anti-spoofing provision that was added after Dodd-Frank was passed in 2010. And the case I'm referring to is Michael Coscia, if you want to look it up. It's C-O-S-C-I-A. And it was brought in Chicago in the Northern District of Illinois. Coscia was a manager and an owner of Panther Energy. Panther Energy was a trading firm that actually settled a year or two back. I think 2013 it settled with the UK financial, the FCA, for about just under $1 million, and also settled with the CFTC. He did, and the fund did, civilly. Now we have a criminal prosecution, and I think these are very tough cases to make, and I think there's a reason we haven't seen these so far, right? You have prosecutors that are looking at reams of trading data, and I come back to what I said before. Trying to prove criminal intent when you're just looking at trades on paper is very, very difficult, because the trades can support other theories that may not be necessarily criminal. It could support a trader pinging orders out into the market to see what's going to be bought and what's going to be sold at different prices. And you may have partial fills of those orders, and that's not necessarily a criminal case. Here, I also come back to the simple breaking it down for a jury: lying, cheating, or stealing. Where does the sort of spoofing conduct fit within the lying, cheating, or stealing? It's really more a crime of deceptive trading practices, and that can be tough to prove unless, and there's, and I'll point you to one line in this indictment
which I thought was very telling. It's in paragraph 4, as I was reading it, and it says, Kosha gave the computer programmer instructions specifying how Kosha wanted the programs to operate in particular market conditions. And in reading this as a former federal prosecutor, it sort of dawned on me, and I don't know what the government's evidence is in this case. You know, when the government brings cases pursuant to indictments like this, all the evidence goes into a secret grand jury, and you don't know what the evidence is going to be like until there's a trial. But reading this statement that says that Kosha gave the computer programmer instructions specifying how he wanted the programs to operate, you start to think one of two things. Maybe the programmer is cooperating with the federal investigation. And if you have a witness, then a programmer, who is going to take the witness stand and say, that person told me what the algorithms were supposed to do, and what he told me was how he wanted to take advantage of market situations and not actually carry through on orders that were going to be placed, and that's why I canceled them very quickly. If you have a witness saying that, that can be a powerful criminal case. But that's very difficult to obtain. And, you know, I don't know whether that's the situation. Another reading of it is to say maybe, you know, the government found emails between Kosha and the computer programmer specifying how they wanted the programs to operate. But you wonder whether, you know, two people who are working in a small shop would actually put that in emails or just talk. And I think the more likely scenario is that, you know, they talked, and, you know, maybe this person would be a witness who could explain why this is manipulative trading. But for having that witness, it would be a very difficult case, and I think that's why we've seen a few of these before this, but we've seen a few of these only on the civil end where the standard is lower. Here, the indictment alleges that he made over the course of, I think it's a few months, about $1.5 million. So, you know, in the United States, under the federal sentencing guidelines, which the judge is not bound to sentence, and I'm presuming something, I'm presuming that there's a trial and he's found guilty, or that there's a guilty plea, but I should say in the event of a guilty plea or some type of a conviction, you know, that's not an insignificant sentence that he would be facing for $1.5 million under the guidelines. Of course, the judge is free to do whatever the judge, you know, wants to do and take into consideration a lot of different factors. But, you know, the penalties are, could be severe for, you know, this type of a case. Thanks, Marc. Est-ce que l'un de mes collègues de la table ronde souhaite, notamment à Marc Berger, poser une question suite aux interventions, s'il vous plaît? Yes, I would like to raise a question of methodology. As we have seen in the Cray case, the problem for the Commission des Sanctions was to extrapolate from one day observation to several days, and from one stock to several stocks. And we saw that in the SWIFT case, the strategy of layering has been demonstrated by the analysis of only a sample of orders. So how do you deal with this problem of extrapolation? Marc. I think it's very difficult to deal with that problem. I mean, you've hit on a good topic, and I think, or a good issue, and I think I don't know that we have I don't know that I have a great answer. I don't know that we have a great way to deal with the that phenomenon in the United States. I don't know. Maybe, Mark, a completely different question. I was impressed by a prosecution decision in America regarding the Barclays dark pool. Regarding this dark pool, is it a way to sue a dark pool, because it's easier to do regarding the dark pool than, as you said, to sue directly the HFT? Yeah, I think so. The Barclays case alleged just Barclays misrepresentations in connection with its dark pool, who was trading in the pool and what protections the traders were given in the pool. And as I understand it, the posture of that case is there's been a civil claim filed by the New York Attorney General, and there's a motion to dismiss that case that's pending now. You know, I think there, when you think about what the claims is, it's really a
marketing materials alleged certain misrepresentations about the pool. So I think we'll probably be seeing more of these types of cases. In the month or two after that claim was filed, it was Credit Suisse, UBS, and I think Deutsche Bank also said that they were under regulatory scrutiny for their, certain order flow in connection with their dark pools. So I think we'll certainly see more of that. It's interesting that you bring up the dark pools, though, because, one, I don't want to say solution, but one way that we would see fewer layering and spoofing cases is when you have more people trading in dark pools. And now in the US, I think you have 40% or so of all trades are performed in dark pools, but when the market can't react to large orders that are then canceled because those orders are placed in the dark, your layerers and your spoofers are going to have a much harder time making those small incremental profits that we saw Kosha is alleged to have made. Merci beaucoup à Marc, merci aux autres participants. Il nous reste, comme prévu, je respecte l'horaire, Monsieur le Président, une dizaine de minutes où je vais repasser la parole à la salle en vous proposant de poser toutes les questions que vous voulez aux intervenants qui sont avec moi. Ce débat ne vous a pas intéressé, les pratiques néerlandaises, françaises et américaines ne vous inspirent pas plus de commentaires. Je vois que Monsieur le Président de l'AMF souhaite la parole. Merci. Moi, j'ai donc une question sur les marchés dérivés. Parce qu'en fait, vous avez surtout parlé là des marchés d'actions, avec effectivement les nouvelles technologies, la rapidité des ordres, la dispersion des transactions sur des dark pools ou sur des plateformes. Mais il y a une autre modification là, qui est née de la crise, c'est le fait que le marché des dérivés, qui était principalement OTC, devient maintenant, sous le Dodd-Frank Act aux États-Unis et sous EMIR en Europe, devient maintenant de plus en plus un marché qui va être soumis à des règles, pas toutes les mêmes, et avec en particulier, on a en Europe maintenant, on a des trade repositories, je ne sais même pas comment on dit ça en français, des banques de données qui rassemblent les ordres. Et est-ce qu'il y a donc un des défis pour les unités de surveillance et des différents régulateurs, ça va être d'exploiter ces transactions et de voir si on peut, à l'aide de ces données, surveiller qu'il n'y a pas d'abus de marché. Donc je voulais savoir si, en particulier aux États-Unis, où je pense qu'il y a une petite avance sur nous, il y a déjà des efforts pour surveiller particulièrement ce marché, ou si nos collègues, soit néerlandais, soit français, ont des idées là-dessus, parce que je pense que ça va être un sujet pour les régulateurs, au moins européens, important dans les prochains mois. So, a question for Mark and for Paul Willem. Yeah, Mark, please. Sorry? Please. Yeah. So I think that, is this working? Yeah. Yeah. Okay. Your question hits on just the right issue. And I think to help deal with that, the post Dodd-Frank, the CFTC also has powers now that are on par with the SEC in connection with bringing anti-manipulation cases to deal with some of these issues. In the past, the CFTC, for example, needed to show that someone actually, their activity caused the inflation or deflation of a market value in connection with a scheme to defraud. Now the standard is essentially that they just need to show a scheme to defraud, and it can also be on a reckless standard, not just an intent-based standard. So I think they are given more power, and also the folks that are trading in the derivatives and the swaps are
under much greater scrutiny than they had been before as they're required registrants now, which they hadn't been prior to Dodd-Frank. So I think when you have a combination of folks that are going to need to report on their trading data, and also a regulator that has greater tools in the toolbox in order to bring these types of cases, from both sides, I think the U.S. is trying to effectively deal with the problem. A Dutch point of view on Yes. derivatives? Thank you, Chairman. We are very interested in the information that is collected by the trade repositories since February 14th. The first thing we have done with this was the fact that we have had some scandals in our country because some hospitals, some pension funds were doing a lot of business that they didn't even were aware of. So what we are very happy with this new information. We had that in France as well. Yeah, I'm afraid. I'm glad that we're not the only one, but it was a really big problem. So what we are looking now in the information is looking whether or not within the hospitals or the pension funds or others are institutions that are really much bigger than other hospitals, and if so, why that is. And that is exactly the step to the second element of our supervision of that data, because we have seen that some financial advisors were extremely active in, for example, the hospitals or the building society, and we would like to know why they are so extremely putting their derivatives trading with them. So we are looking at the financial advisors, we are looking at the owners of the derivatives, but until now, to be honest, we haven't looked at it in a market abuse perspective. Probably we are going to do that if we have the feeling that the quality of that data and the approachability of the data is better. But we now started with the first two things. Thank you. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? J'en ai une pour Paul Willem. Paul Willem, when manipulation cases were sanctioned in Netherlands, the person sanctions are just the author of orders or transactions, or both the author and the financial intermediary. Je pose cette question parce que dans la récente décision qui a été publiée la semaine dernière, c'est non seulement l'auteur de la manipulation qui a été sanctionné, mais a été mis en cause aussi l'intermédiaire par lequel était passé l'auteur de la manipulation. Alors, bien entendu, l'auteur de la manipulation a essayé d'invoquer le fait que son intermédiaire ne l'avait pas prévenu que ce qu'il faisait était anormal. Mais l'intermédiaire financier a été mis en cause sur le thème « Est-ce que votre système de contrôle était suffisamment robuste ?» Donc, voilà, on a un premier cas, alors que dans le cas de Cray Trading, on n'avait pas eu la mise en cause de l'intermédiaire par lequel était passée la société mise en cause. Paul Willem? A very good question, because what we have noticed that through direct market access, institutions and persons and day traders have the possibility to directly go to the exchange and not have any kind of contact with its intermediary. Does that mean that the intermediary does not have any responsibility? No, we don't think. They still have some kind of responsibility. They should have some internal controls mechanisms. So it's still worth to look at the intermediaries as well. Merci. Une toute dernière question de la salle, où on en reste là. L'après-midi a déjà été très chargé. Mais écoutez, si tout le monde a compris ce qu'est et ce que sera une manipulation de cours, merci à tous et je remercie beaucoup à mes 4 colistiers de cette table ronde pour toutes les présentations qu'ils ont bien voulu vous faire. Merci à tous.